Ils se sont battus pendant des années pour maintenir leur fils en vie. Les parents de Vincent Lambert semblent désormais se résigner. On va en parler avec vous, Noémie Schulz, avec nos invités. Professeur Louis Puy-Basset, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le chef du service de neuro-réanimation chirurgicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci également d'avoir accepté notre invitation, professeur Bernard Debré. Vous êtes professeur de médecine, chirurgien, urologue, conseiller de Paris et ancien député. Ancien ministre également. Et surtout ancien membre du comité national d'éthique. Tout à fait. Et Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. On va donc revenir sur ce qui semble être la fin proche désormais, puisque c'est une question de jours, voire d'heures pour Vincent Lambert. Noémie Schulz, les parents de Vincent Lambert l'affirment, la mort de Vincent est inéluctable. Oui, inéluctable parce qu'ils constatent qu'il n'y a plus de recours possible. Ils ont tout tenté jusqu'à la dernière minute ou presque. Viviane Lambert qui s'est rendue la semaine dernière devant le comité des droits de l'homme de l'ONU pour lancer un appel à l'aide. Ses avocats qui ont déposé la semaine dernière encore devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne une nouvelle demande pour faire interrompre l'arrêt des traitements. Ça a été rejeté et c'est logique puisque le Conseil d'État a validé, la plus haute juridiction administrative française, elle a validé cet arrêt des traitements, la CEDH également. Donc il n'y avait plus en droit français de recours possible. Ils ont visiblement espéré jusqu'au bout qu'ils allaient réussir à faire interrompre cet arrêt des traitements. Ils avaient déjà réussi à le faire 2 fois dans le passé, une fois en 2013 et une fois il y a quelques semaines. Mais là, voilà, les parents qui semblent se résigner avec ce communiqué d'abord des parents qui parlent effectivement de la mort de Vincent comme étant inéluctable. Et puis les avocats des parents, Jérôme Triomphe et Jean Paillot, nous n'avons plus de recours, c'est désormais trop tard. Vincent est en train de mourir. La situation dans laquelle l'a mis le docteur Sanchez est désormais médicalement irréversible. Irréversible sans doute parce que voilà, ça fait maintenant 6 jours que Vincent Lambert ne reçoit plus d'alimentation, plus d'hydratation par sonde et qu'on peut donc, mais on posera la question aux spécialistes de santé, on peut donc imaginer qu'il est maintenant dans un état critique. On avait dit que ça pouvait prendre quelques jours jusqu'à 2 semaines pour qu'il s'éteigne. Alors, on vient d'évoquer la résignation des parents de Vincent Lambert. Il y a aussi le collectif Je soutiens Vincent qui annule un rassemblement qui était prévu dans l'après-midi devant le Sacré-Cœur. Tugdual Derville, vous qui soutenez la démarche des parents de Vincent Lambert depuis le début de cette bataille judiciaire, est-ce selon vous, là aussi, une résignation de la part des soutiens des parents ? Je pense que le moment est venu du recueillement. On perçoit bien sûr, et nous-mêmes, moi-même, une sorte de malaise à assister en direct à la fin d'un homme qui était très dépendant, lourdement dépendant, ça bien sûr, en incapacité de s'exprimer, mais qui n'était pas en fin de vie. Il a été placé en fin de vie. Et à un moment donné, vous l'avez dit, le caractère irréversible au plan médical de la situation dans laquelle il a été mis, puisqu'il n'a plus d'hydratation désormais. Alors que lorsque c'est une acceptation, une résignation? C'est une résignation parce que les parents continuent à contester qu'on n'ait pas placé leur fils dans un établissement adapté à son état, pour les patients dits en état végétatif chronique ou post-relationnel. Les établissements étaient prêts à l'accueillir. Maintenant, je pense que pour tout le monde, à la fois pour les différentes parties de cette famille, et pour aussi la dignité de ce débat, on sent bien que le moment est venu de se recueillir. Ce qui ne veut pas dire abandonner la dénonciation de ce qui est, à leurs yeux, à mes yeux aussi, une grave injustice. Mais de tous les côtés, il s'agit maintenant d'accompagner Vincent Lambert, qui va sans doute mourir, et puis de faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas d'autres Vincent Lambert. Et à mes yeux, que les patients et leurs familles et les proches qui s'occupent de ces personnes très dépendantes ne soient pas insécurisés par la fin de vie de Vincent Lambert. Et nous, on constate dans nos services d'écoute, SOS Fin de Vie en particulier, qu'il y a une grande inquiétude des associations de famille de ces patients après cette situation particulière. Alors, Louis Puy-Basset, actuellement, comme le disait Noémie, Vincent Lambert, depuis une semaine, n'est plus alimenté, il n'est plus hydraté, il est plongé dans une sédation profonde. Les médecins assurent qu'il ne souffre pas, c'est le cas? Je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous dire, mais... Non, mais selon le traitement qu'il subit. Selon le traitement qu'il reçoit, je ne pense pas qu'il y ait de souffrance, oui. C'est-à-dire que là, je ne sais pas les doses qui sont administrées à Reims de sédatifs. En tout cas, le CHU a toujours, quand il communiquait, avait expliqué que le fait d'arrêter l'alimentation et l'hydratation s'accompagnait d'une profonde sédation pour s'assurer que Vincent Lambert ne souffre pas. Dans ce cas, c'est l'équivalent d'une anesthésie générale, donc il n'y a pas de souffrance. Mais la loi Leonetti, à laquelle j'ai participé, bien sûr, puis la loi Claes-Leonetti, à laquelle aussi j'ai participé, disait bien qu'il fallait une sédation profonde pour justement qu'il n'y ait pas de sensations douloureuses.
encore faut-il savoir s'il ressentait avant des sensations douloureuses. On a parlé tout à l'heure en disant que c'était un homme en état végétatif. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un homme vivant quand on est en état végétatif? Oui. C'est là toute la question. Oui. Mais non, vivant, ça veut dire qu'il faut qu'il comprenne, il faut Non, un certain nombre moi, de je choses. ne comprends pas tout. Non, non, Ah, mais attendez, la personne en état végétatif, vous le savez, monsieur le professeur, et les personnes en état végétatif peuvent avoir éventuellement une conscience. On ne la connaît pas. Ah non, non, non. On ne la Non, connaît pas. non, On ne sait pas leur Non, degré attendez, de conscience. Il y a le mystère de cette personne non, derrière. attendez, Quel est le excusez-moi, degré de conscience d'une personne plongée dans un état végétatif? Il est nul? il n'y en a pas. Il n'y a pas de conscience au sens où il n'y a pas de pensée qui peut se créer dans le cerveau. Il n'y a pas Alors, suffisamment de connexion dans le cerveau pour créer une pensée. Alors, depuis le début de cette affaire, il y a des médecins et des infirmières qui auraient souhaité que Vincent Lambert soit maintenu en vie et intégré dans un autre établissement que le CHU de Reims, dans un établissement spécialisé. Ils affirment que le simple fait d'être capable de déglutir est le signe d'un certain état de conscience. Qu'est-ce que Non. le médecin répond à cela? Il faut revoir un peu l'anatomie. La déglutition, c'est très bas situé dans le C'est un réflexe, en tronc fait. cérébral. Oui, c'est un réflexe et ça ne signe absolument pas la conscience. La conscience, c'est une intégration corticale. Il faut que les cortex se parlent entre eux. Et dans l'état végétatif, la matière blanche est tellement abîmée qu'il n'y a plus de conversation dans le cerveau qui peut se faire. Alors bien sûr, il y a des bribes. Il reste des bribes de fonction, mais il n'y a pas d'intégration de la pensée, au sens où il n'y a pas de communication entre ces différents cortex qui créent la pensée. Donc c'est pour ça qu'il ne peut Et pas les dire j'ai gestes mal. que les Vincent parents, Lambert ne peut pas dire j'ai mal. Et les gestes que les parents ont parfois pu filmer, c'est de l'ordre du réflexe, là aussi? Non, mais c'est des bribes émotionnelles, si vous voulez. C'est des parties de cerveau limbique ou de choses comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est éteint dans le cerveau. C'est pas une mort cérébrale. C'est parcellaire. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de structuration de la pensée. Et le professeur Loreis, qui l'a examiné il y a quelques années, disait qu'il avait un état d'éveil non répondant. C'est-à-dire, effectivement, sur le plan de l'expression, c'est impossible de discerner quoi que ce soit. Mais Il n'y a pas de communication possible. Voilà, il n'arrive pas à s'exprimer. Il a peut-être tenté à certains moments, mais ça, c'est des étapes aussi relationnelles. Là, il ne pouvait pas s'exprimer. Mais de là à affirmer, comme certains l'ont dit, j'ai entendu des personnes dire qu'il avait un électroencéphalogramme plat, mais c'est faux. Je pense que vous pouvez le confirmer. Mais ça n'a rien à voir avec Voilà, tout ça. oui, C'est la mais mort on a cérébrale. laissé croire que Vincent Lambert était, vous l'avez presque dit à l'instant, je crois, qu'il n'était plus vraiment totalement vivant. Et si on commence à graduer des niveaux de vitalité, c'est très très dangereux pour les Mais personnes attendez, dépendantes. qu'est-ce que ça veut dire vivant? Oui. Bon, voilà le problème. Il est en état végétatif. Il ne récupérera pas. N'oubliez pas que ça fait plus de 11 ans Oui, je sais bien, oui. qu'il est dans cet état-là. Comment voulez-vous qu'il récupère quoi que ce soit comme conscience alors qu'il n'en a pas? Comme d'autres, n'est-ce pas, qui sont... Mais on À la parle vie. de lui. Ah oui. À la différence près que Vincent Lambert avait de son vivant exprimé le souhait de ne pas se retrouver dans Mais cet personne état-là. ne souhaite se retrouver, ni moi non plus, ni vous, ni personne. Et de là... Il avait dit en tout cas à sa femme, à son épouse, que Oui, s'il c'est se ce qu'on retrouvait a. dans cet état-là, il était infirmier, il faut le rappeler, donc c'était des problématiques qui lui étaient proches. C'était Oui, il pas n'a pas- quelqu'un qui n'a jamais réfléchi à ces questions. Il avait dit à son épouse, dont on peut croire qu'elle dit la vérité quand elle dit cela, Bien qu'il sûr. ne souhaitait pas se retrouver dans cet état-là et qu'il souhaitait être débranché. C'était les mots qu'il avait Mais il n'est pas employés. branché, comme vous savez. Il n'est pas branché à une machine pour l'aider à respirer. Il a juste cette gastrostomie. Donc moi, bien sûr, je n'ai aucune envie. Personne ne voudrait être dans un état végétatif ou post-relationnel ou lourdement dépendant. Mais quand les personnes se retrouvent dans ces états, il y a le mystère de la personne. Et d'ailleurs, vous connaissez certainement mieux que moi le professeur Loret qui a analysé ces situations de coma, de vie végétative, en découvrant qu'on se trompe souvent. C'est très difficile. Il faut être un grand spécialiste pour pouvoir analyser exactement ce que la personne ressent. Et à certains moments, il était en état post-relationnel, sans doute, après cet accident. Et puis après l'absence d'accompagnement, peut-être ça a contribué aussi à le mettre dans cet état plus dépendant. Alors, autre élément qui avait posé question, vous le rappeliez tout à l'heure, Noémie, les traitements de Vincent Lambert avaient déjà été interrompus, mais il avait survécu. Il n'avait reçu pendant 11 jours que la dose minimale d'eau nécessaire. Et encore une fois, là, certains infirmiers, certains médecins y avaient vu une volonté de survivre. Là encore, vous nous dites que finalement, il n'a survécu que parce qu'il avait la dose vitale minimum. C'est poétique, la volonté de survivre. C'est du domaine de la poésie, pas de la médecine. Il a survécu il s'est pas mis en assurance rénale. Enfin, il n'a pas été sédaté en même temps, donc c'est tout simple. Le Il y docteur a pas de Carriger choses- elle avait dit, dans son livre, il avait dit c'était une erreur. Ils avaient maintenu pendant 31 Oui, jours ils ont cette très faible arrêté hydratation. l'alimentation et pas de l'hydratation. l'hydratation. Ça a été
une erreur relationnelle dans la communication avec les parents et une erreur, entre guillemets, c'est pas une erreur, c'est une maladresse médicale. Mais sans prévenir À les l'époque. parents pendant 21 jours, Oui, c'est très il y grave. a eu des... Il faut comprendre leur colère. On a arrêté d'alimenter leur fils pendant On va à pas l'arrivée de revenir 31 sur jours. on va pas revenir sur tout ça, Ouais, sur mais tout ce qui ça s'est explique- passé il y a Est-ce que des pour tous années, les deux, en tant que médecin, en tant que professeur, a priori, on s'approche de l'épilogue de cette affaire qui a été très douloureuse. Est-ce que c'est un soulagement? Parce que j'imagine que vous l'avez suivi de près. Mais je l'ai suivi de près au niveau du comité éthique. J'ai reçu une partie de la famille. Évidemment, c'est très émouvant. Évidemment. C'est d'autant plus émouvant, et je dirais, c'est d'autant plus dangereux que la justice s'en est mêlée. C'est-à-dire que nous, médecins, maintenant, on va dépendre des décisions de la justice dans nos traitements. Alors, celui-là, il a un cancer. Non, arrêtez le traitement. La justice va nous le dire. Parce qu'elle a été saisie. La justice s'est intéressée. Mais elle peut au être cas de saisie Vincent par Lambert. n'importe qui. Mais est-ce que c'est son rôle? Est-ce que la justice Et qui n'aurait devait pas trancher dû dans ces dire cas-là, alors? c'est pas mon rôle? Mais alors, Aux qui... États-Unis, il y a eu l'affaire Thierry Schiavo qui était exactement identique et c'est remonté au niveau judiciaire. Non, je pense que l'implication de la justice était inéluctable, malheureusement. Maintenant, soulagement, oui, moi je pense à sa femme et à sa fille. Il faut quand même penser à ceux qui sont là dans 40 ans, voyez-vous, 50 ans, sa petite fille. Je pense que c'est triste à dire, c'est terrible, mais ce serait mieux pour elle, oui. Alors, les parents ont abandonné tout recours, mais Noémie, ils ont porté plainte pour tentative d'homicide volontaire contre eux, ces médecins. Oui, il l'avait dit, hein, les avocats, le jour où la Cour de cassation a rendu sa décision, enfin, ils avaient dit s'il y a un nouvel arrêt des traitements, nous porterons plainte pour meurtre avec préméditation contre le docteur Sanchez. Ils ont porté plainte samedi pour tentative d'homicide volontaire, donc contre le docteur Sanchez. C'est pas la première fois que les parents de Vincent Lambert portent plainte. Ils l'avaient déjà fait en 2015, me semble-t-il, contre le CHU et à l'époque le docteur Carigère, une plainte qui n'avait pas abouti. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas abouti? Parce que, en tout cas, cette plainte-là, pourquoi est-ce qu'elle ne pourra pas aboutir? Parce que le docteur Sanchez, il agit de manière totalement... il n'agit pas clandestinement, il ne fait pas ça en secret. Et encore une fois, la Cour de cassation, la plus haute juridiction, il ne fait que suivre les ça a été consignes de la Cour de encadré, cassation. donc c'est une plainte qui ne pourra pas... Donc c'est plus symbolique. Mais j'imagine que là aussi, ça a du sens pour un médecin qui exerce son métier d'être poursuivi pour tentative d'homicide volontaire. C'est vraiment scandaleux. C'est manipulatoire de la part des parents. C'est une menace. Ça a toujours été dans ce dossier. Il y a toujours eu des menaces contre les médecins. S'attaquer aux médecins qui font leur boulot, c'est scandaleux. C'est honteux. Et moi, je félicite ce médecin. Vraiment, je le trouve extrêmement courageux de résister parce que les deux d'avant sont quand même partis. Certains recevaient des petits cercueils chez eux. D'autres étaient menacés de mort à leur domicile. Leurs enfants étaient attaqués. Ce médecin, le docteur Sanchez, il est hyper courageux. Et alors, recevoir des plaintes pour homicide comme ça, mais c'est honteux. Dans le système, heureusement, cette plainte ne sera pas recevable, elle sera achetée à la poubelle directement, mais c'est de l'intox. C'est comment faire plier une personne de façon manipulatoire. Non, c'est honteux. On ne s'attaque pas aux médecins quand ils font leur boulot. Vous auriez pu résister tous les deux et rester le médecin de Vincent Lambert pendant toutes ces années? Il est arrivé récemment, M. Sanchez, parce qu'ils en ont usé deux avant quand même. Le docteur Carigère le docteur Carigère, il a quitté la médecine. Il a quitté la médecine elle-même. Il est parti. Et le docteur Simon, elle avait renoncé, effectivement. Il y avait un nouveau protocole qui avait été décidé. Et puis, à l'été 2015... Elle a plié sur des menaces sur ses enfants. Est-ce que vous vous rendez compte? Le médecin qui fait son travail, qui a fait le serment d'Hippocrate, qui pense qu'il doit faire ça. Et puis, pas tout seul, parce qu'il y avait quand même aussi tout le staff. Il y avait tous les autres à qui il a demandé conseil. Ce médecin reçoit des menaces de mort, ses enfants reçoivent des menaces de mort, mais c'est absolument intolérable. Où va-t-on aller? Je comprends l'émotion suscitée par ce genre de plainte, mais ici on se positionne du côté des parents de Vincent Lambert. Il faut quand même rappeler ce qui s'est passé pour eux. On arrête d'alimenter leur fils sans les prévenir. Alors cette plainte, pardonnez-moi, je vais vous interrompre parce qu'on a on va de toute façon revenir dans quelques instants sur cette plainte déposée par les parents de Vincent Lambert. Ce débat se poursuit dans quelques instants. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Les parents ont donc abandonné leur recours. Quelques
quelque part, ils sont résignés puisqu'ils disent, ils ont affirmé dans une lettre que la mort de leur fils était inéluctable, mais ils ont porté plainte pour tentative d'homicide volontaire contre le médecin de Vincent Lambert, le docteur Sanchez. Vous vouliez réagir, Tugdual Derville. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'obstination? Moi, je le redis, il faut comprendre ces parents, ce qu'ils ont subi, cette mise devant le fait accompli en 2013, un arrêt d'alimentation qui a duré 31 jours, avec certes une hydratation qui a fait que Vincent Lambert a survécu, effectivement exprimant une forme de vitalité voilà, qui parle de lui. Mais en quoi le docteur Sanchez a-t-il commis une faute selon vous? Moi, ce que je pense, c'est qu'il aurait fallu que Vincent Lambert quitte cet établissement. Revenons sur les faits, il porte plainte contre le docteur Sanchez. Pourquoi? Parce qu'il provoque la mort d'un être qui est leur fils, qui était il n'était pas en fin de vie. Vous le savez, en arrêtant cette hydratation, cette alimentation, on détraque progressivement ses reins pour aboutir à un taux d'urée, etc., aboutissant à un arrêt des fonctions vitales. Il n'était pas en fin de vie, on l'a mis en fin de vie. Je pense que symboliquement, pour les parents en tout cas, c'est important qu'à la fois qu'ils se résignent, c'est ce qu'ils disent, parce que l'état de leur fils est désormais irréversible, mais ils disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec le fait de provoquer la mort de leur fils qui était lourdement dépendant, mais qui n'a pas été pris en charge par un établissement adapté à son état. Pardonnez-moi, on va retourner devant le CHU de Reims puisque voilà, petit problème technique est réparé pour écouter François Lambert. Un corps qui est en souffrance, qui dépérit petit à petit, qui devient de plus en plus maigre parce que vous avez le temps de perdre du poids quand même sur une semaine, 2 semaines. Qui est plus hydraté. Enfin, c'est des images quand même assez violentes, mais voilà, le principal c'est qu'on se dit qu'il ne souffre pas et qu'il va partir. Voilà, mais il y a une forme d'apaisement quand même. Enfin, Après, je ne peux pas vous dire que les mots seraient exactement les mêmes parce que la dernière fois, j'étais vraiment convaincu que c'était terminé et je pensais qu'il n'y avait rien qui pouvait empêcher les choses. Là, c'est vrai que j'ai toujours ça dans la tête, même si je n'arrive pas encore vraiment à me dire que c'est terminé. J'espère que ce sera terminé vraiment. Est-ce qu'au fond de vous, il y a encore un doute sur la sincérité de ce communiqué des parents? Est-ce que vous dites qu'il peut encore y avoir un retournement ou là, vous vous dites non, ça y est, c'est fini? Alors j'ai un doute sur la sincérité des parents évidemment parce qu'ils se battent depuis 6 ans et que s'ils arrêtent là et qu'ils disent qu'ils ne parleront plus et que voilà, je pense que fondamentalement ils font partie d'un milieu qui est extrêmement militant et que ce milieu-là, outre le fait que peut-être que c'est vrai qu'ils n'ont plus de recours et qu'ils vont arrêter les recours, au-delà de ça, il y a quand même le fait que la loi Leonetti quelque part les satisfait parce qu'elle leur a permis tous ces recours pendant 6 ans. Et qui ne veulent pas qu'elle soit mise à mal quelque part. Et donc, ils considèrent aussi que s'ils continuent, ça risque de mettre à mal la loi Leonetti et que peut-être ils s'arrêtent aussi pour ça. Donc, je ne crois pas vraiment à leur sincérité derrière ça. Maintenant, est-ce que ça va vraiment... Maintenant, je pense quand même qu'ils sont sincères quand ils disent qu'ils ne vont plus faire de recours. C'est ça qui est le plus important. Et je pense qu'ils sont sincères quand ils disent que l'état de Vincent est irréversible, que la mort de Vincent est irréversible et que ça va s'arrêter. Ça, c'est le plus important pour moi. Et je pense que là-dessus, ils sont sincères. Quel est l'état d'esprit dans le service où est hospitalisé Vincent? J'ai aucune idée. Non. Puis à chaque fois que je leur ai parlé, ils sont très dans l'écoute par rapport à nous, mais ils nous disent pas nécessairement comment ça se passe et tout ça. Il y a forcément des tensions. Je sais qu'il y a eu des pics où il y a eu plus de dépôts de congés maladie que dans d'autres moments. Enfin voilà. Et c'est évidemment pas facile pour l'équipe médicale, mais ils nous préservent de ça et c'est très bien d'ailleurs. Et donc du coup, je ne sais pas exactement quelle est l'ambiance là-dedans. J'imagine que l'ambiance sera meilleure si les parents de Vincent sont résignés, c'est-à-dire que voilà, forcément ça va être un peu moins de tension, c'est une très bonne chose. Chacun va se recueillir dans son coin, enfin, c'est aussi une démarche individuelle de toute façon, donc voilà, chacun va être dans le recueillement et c'est plutôt une très bonne nouvelle à ce niveau-là. Et donc du coup je pense que sur l'équipe médicale ça la soulage aussi un petit peu évidemment. François Lambert, est-ce que vous regrettez que la loi ne permette pas d'aller plus vite en fait dans le décès de Vincent Lambert? À plus d'un titre, déjà, elle ne permet pas d'aller plus vite dans le sens où les recours, on l'a dit, 34 décisions de justice, c'est la loi qui le permet, ça tombe pas de nulle part, c'est pas tombé du ciel tous ces recours. Et ensuite, oui, parce que ça dure 2 semaines et que ce serait pas mal que ça aille plus vite. D'autant plus qu'encore une fois, la loi elle permet tout et son contraire, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui considèrent que pour être sûr que le patient ne souffre pas, il ne faut pas que ça dure plus de 2 jours. Et vous avez des médecins qui considèrent que pour être sûr que le patient ne souffre pas, il faut que ça dure 1 ou 2 semaines, pas moins. Donc en réalité, la loi Leonetti, elle le permet, mais elle n'oblige jamais rien. Et il n'y a pas de protocole vraiment défini. La préférence, je crois, de la Haute Autorité de Santé, c'est que ça dure 1 ou 2 semaines, c'est-à-dire celle où on est le plus sûr que c'est pas une euthanasie et celle aussi où on est le plus sûr que c'est assez insoutenable pour les proches, mais il faut leur expliquer que c'est pour le bien du patient parce qu'une euthanasie ce serait pas respectueux de leur point de vue. Bon, moi je vois pas très bien l'argument là-dedans, mais c'est leur argument. Et oui, effectivement, ce serait pas mal que la loi autorise à ce que ça aille plus vite que ça, mais encore une fois, elle l'autorise, mais ce serait bien qu'il y ait un protocole qui fasse que
on ne prend pas juste en compte une espèce d'éthique, entre guillemets, pour le médecin qui ne doit pas tuer son patient parce que sinon ce serait un meurtrier, comme si tous les médecins qui ont pratiqué l'euthanasie depuis des siècles, ce sont tous des psychopathes en gros. C'est évidemment pas le cas. Voilà, donc il y a ce côté, faut éduquer les médecins et du coup il faut que ça aille très lentement pour être sûr que c'est pas une euthanasie. C'est la loi qui encourage à ça, mais la loi elle est pas... Voilà, elle n'est pas bien, mais en même temps, elle ne dit pas forcément que c'est une obligation que ça se passe comme ça. Il y a des médecins qui décident que ça se passe plus rapidement. Et je pense que c'est une très bonne chose et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Malheureusement, il faudrait quand même faire en sorte que ce soit quelque chose d'assez général où, quel que soit l'endroit où on est, ça ne dépend pas du bon vouloir du médecin, que ce soit l'arrêt des traitements ou que ce soit la durée avec laquelle s'effectue l'arrêt des traitements, mais que ce soit quelque chose d'assez protecteur pour le patient et que ce soit unifié sur le territoire. Ce serait une bonne chose, oui. Est-ce qu'à titre personnel, vous continuerez de vous impliquer dans ce débat pour essayer de faire changer la loi après le décès de Vincent qui est attendu dans les prochains jours? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je vais continuer parce que je considère qu'en réalité, même si là, Vincent va partir, quand vous considérez qu'il y a eu des injustices qu'il a subies et que des gens en face vous disent que ces injustices-là, ce ne sont pas des injustices, mais du respect du patient et du respect du protocole et du respect de la loi qui est déontologique, éthique, etc., car ils emploient des mots comme ça, comme s'ils étaient... les seuls à être dans cette définition, comme s'ils étaient les seuls détenteurs de la définition d'une éthique et que tout ce qui n'était pas eux n'était pas éthique. Moi, je considère qu'il y a quelque chose à revoir avec cette loi, évidemment, et je continuerai jusqu'à ce que ce qui s'est passé pour Vincent serve à quelque chose et pas à rien comme maintenant, parce que concrètement, là, ce à quoi on nous prépare, c'est de dire que comme d'habitude, c'était juste un fait divers, qu'il y a eu, il y a plein de faits divers, mais que c'était juste un fait divers, qu'il n'y a pas de problème dans le reste du temps. Et la preuve, c'est qu'on n'entend pas parler. En réalité, on n'entendra pas parler. Pourquoi? Parce que dès qu'il y aura des proches qui seront défavorables à un arrêt des traitements, le médecin y reculera. Parce que ce sera la seule raison ou la seule façon pour qu'il n'y ait pas d'affaire Vincent Lambert. Et en réalité, c'est ça la vraie jurisprudence de l'affaire Vincent Lambert. C'est que tous les patients... même si vous avez des directives anticipées, si vous avez rédigé des directives anticipées, que vous avez un proche dans votre famille qui n'est pas d'accord, le médecin il va reculer parce qu'il saura que vous avez trop de moyens de pression et que ça va être n'importe quoi. Et la loi encourage à ça pour dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tant qu'on ne le voit pas, tant que la poussière est sous le tapis, on dit qu'il n'y a pas de problème. Donc moi, évidemment, mon rôle, ce sera de faire en sorte de dire qu'il y avait un problème avec Vincent et que ce problème, il n'est pas réglé, bien le blanc s'en faut, et que ce n'est pas une espèce de perfection à la française qu'on a trouvée avec l'affaire Vincent Lambert qui dure 6 ans. C'est au contraire quelque chose d'assez inhumain et d'assez dérisoire qui n'aurait jamais dû avoir lieu comme ça. Est-ce que vous avez des contacts avec le docteur Sanchez? Non, mais là je vais le voir, mais je sais que quand je lui envoie un texto ou quand je lui téléphone, il répond, il le fait avec tous les membres de la famille. Mais par exemple, on sait que les parents ont déposé une nouvelle plainte pour tentative de... Ouais, mais ça il le savait, on en avait parlé déjà il y a 1 an, donc vous savez... Il reçoit ce genre de plainte. Encore une fois, il le savait et il a ses avocats qui sont les avocats du CHU et il le sait très bien, il sait très bien qu'il n'y a aucune chance que cette plainte prospère. Donc je pense qu'il est assez tranquille par rapport à ça. Je pense que le principal pour lui, c'est quand même de pouvoir finir ce que les autres ont commencé pour être le médecin qui a réussi à terminer avec tout ce qui va avec pour dire j'ai fait appliquer la loi parce que la loi est très bien. Ça va être ça qu'il va dire en gros après. Il est hermétique à ces plaintes. Oui, je pense qu'il est assez hermétique à ça, mais il a raison parce que concrètement, ces plaintes-là, elles sont faites pour dissuader. Quand vous dites quand moi j'ai entendu ce matin qu'une plainte pour meurtre avait été déposée vendredi. Un meurtre, ça veut dire que quelqu'un est mort. Vendredi, Vincent n'était pas mort, par exemple. Donc vous voyez bien que quand il dépose cette plainte, c'est pas pour faire valoir quelques notions de droit que ce soit, c'est juste pour faire de l'intimidation. Et il a raison de ne pas être intimidé par une démarche qui est encore une fois purement de l'intimidation et qui n'aboutira à rien juridiquement, parce qu'il craint rien en fait juridiquement par rapport à ce qu'il fait là. Les soins ont été arrêtés le 2 juillet. Est-ce que vous avez une idée du nombre de jours que cela peut durer? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des médecins pour qui ça dure entre 6 et 12 heures, il y a des médecins pour qui ça dure entre 2 et 3 jours et c'est beaucoup trop au-delà, et puis il y a des médecins qui considèrent que pour être sûr que c'est pas une euthanasie, il faut que ça dure 1 ou 2 semaines. Donc lui, il est plutôt dans cette optique d'1 ou 2 semaines, notamment pour se blinder face à la plainte pour meurtre qui de toute façon n'aurait aucune chance d'aboutir, quand bien même ça durerait une journée, c'est juste... mais c'est une espèce de la police de la pensée léonétiste en fait, d'être sûr que c'est pas une euthanasie et donc... il est dans cette optique-là, donc il va tout faire pour que ça dure le plus longtemps possible, ce qui est très problématique, mais encore une fois, au final, s'il meurt, c'est quand même le principal. Vous avez des contacts aussi avec son épouse, Rachel? Non, j'ai entendu dire qu'elle allait pas très bien justement du fait de la vision de Vincent, parce que c'est quand même les dernières images qu'il va laisser, c'est quand même ce qu'on voit là, ce que j'ai décrit plus ou moins, et que je rentrerai pas plus dans les détails, mais donc du coup, je sais que c'est assez dur pour elle, mais c'est en général assez dur pour les proches et vous avez toujours des médecins pour vous expliquer que même si c'est dur pour vous, c'est pas très grave parce que le principal c'est quand même qu'il ne souffre pas et que le médecin n'est pas euthanasié encore une fois. Donc donc je sais que c'est assez dur pour elle, mais en même temps ce sera dur pour tout le monde et c'est on sait que c'est la dernière ligne droite. Si c'est la dernière ligne droite, c'est quand même bien et derrière et après ça, elle sera, je pense, assez soulagée que ça puisse se terminer et elle pourra enfin elle aussi passer à autre chose.
Merci beaucoup. Merci. François Lambert, le neveu de Vincent Lambert, qui s'exprime donc en direct, vous venez de l'entendre, devant le CHU de Reims. Il s'est rendu au chevet de son oncle. Il éprouve un certain apaisement, même si ce qu'il a vu, dit-il, ce sont des images violentes. Vincent Lambert, qui n'est plus alimenté ni hydraté depuis 6 jours, il est de plus en plus maigre, il est de plus en plus pâle, dit son neveu. Je me tourne vers vous, Louis Puy-Basset, puisque cela fait donc 6 jours que Vincent Lambert ne reçoit plus de nourriture, il n'est ni alimenté ni hydraté. Finalement, cette sédation profonde dans laquelle il est plongé, à quel moment est-elle définitive? Y a-t-il un délai? La mort, dans ces cas-là, survient par insuffisance rénale. Donc, avec une augmentation du taux de potassium dans le sang qui va entraîner un arrêt du cœur. Le niveau de sédation va influencer le délai de vie après cette décision. Il faut savoir que des arrêts thérapeutiques chez des patients végétatifs, on n'en fait quasiment pas en France. Le cas de Vincent Lambert, c'est un cas tout à fait exceptionnel. Il est extrêmement rare qu'on fasse qu'on prenne ce genre de décision. Par contre, des arrêts thérapeutiques en réanimation, on en fait 20 000 par an. C'est-à-dire que ça fait 100 par jour ouvrable. Donc là, on en fait vraiment de très nombreux pour lesquels on applique cette sédation. Mais ça dure beaucoup moins longtemps, bien sûr. Quand c'est en phase aiguë en réanimation, ça dure de quelques heures à 24 à 48 heures. Parce que les malades ont plus de défaillances d'organes de base. Donc là, on est sur un cas exceptionnel. Il ne faudrait pas faire une généralité de ce cas exceptionnel. La généralité, c'est les 20 000 décès en réanimation qui se passent très bien et qui ne vont pas devant la justice ni sur les plateaux de télé. Ce qu'on comprend de son intervention, c'est qu'il a le sentiment que les choses pourraient aller plus vite, que les médecins pourraient faire en sorte que les choses aillent plus vite et qu'il regrette qu'il y ait cette agonie quand même qui dure depuis 6 jours. Il a à la fois raison et tort, enfin pour moi en tous les cas. Il a raison dans le sens où c'est vrai qu'on aurait pu mettre des doses probablement supplémentaires, rajouter du propofol. Moi je pense que le médecin là, il est très ennuyé parce que derrière il y aura peut-être une autopsie, il ne veut pas être accusé d'avoir des doses mortelles de sédatifs, probablement. C'est pour ça qu'il va... Le dossier est tellement abîmé, la relation est tellement abîmée avec cette famille qu'il n'y a plus de confiance possible. Maintenant, la mort à bout de seringue, ce n'est pas le boulot d'un médecin. C'est une bêtise de penser que la légalisation de l'euthanasie va raccourcir ce truc-là. En plus, penser que avec une loi qui légaliserait l'euthanasie, il y aurait moins de recours judiciaires qu'avec celle-là, ça n'a pas de sens. C'est ce que dit pourtant François Lambert. Je suis désolé, mais ça n'a pas de sens. L'incidence des recours judiciaires et leurs conséquences n'a rien à voir avec la loi elle-même, elle a à voir avec la mécanique judiciaire. Loi euthanasie à la belge ou loi Leonetti, ça ne change rien sur les recours. Maintenant, nous les médecins français, on est hyper clairs. On n'est pas là pour administrer la mort, on est là pour faire des traitements appropriés. Là, la nutrition, elle est inappropriée et disproportionnée par rapport aux résultats et la volonté de ce patient, donc on arrête et on accompagne le patient. Mais notre boulot, c'est pas de tuer les gens à leur demande. Ça, c'est le boulot d'un vétérinaire et encore à la demande des propriétaires de ces animaux. Mais ce n'est pas le travail d'un médecin. Bernard Debré, vous aussi, vous avez entendu les propos de François Lambert. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le professeur? Tout à fait. On n'est pas là pour administrer la mort avec un coup de seringue. C'est absolument démentiel. On est là pour adapter un traitement à une maladie. Quand la maladie gagne, eh ben on arrête le traitement, c'est la loi Leonetti, et puis on peut à ce moment-là donner des sédatifs pour qu'il ne souffre pas et que la mort survienne paisiblement. Mais on n'est pas là pour faire de l'euthanasie à la demande. Alors cette affaire, elle a relancé le débat sur les conditions de fin de vie. On l'a dit tout à l'heure, Vincent Lambert n'avait pas écrit ses dernières volontés et c'est très certainement là tout le nœud du drame. Jean Leonetti, justement, était la semaine dernière l'invité de CNews et pour lui, il faudrait que ces volontés soient tout simplement inscrites dans la carte vitale. On va l'écouter. Est-ce que vous dites qu'il faut les rendre obligatoires ou en tout cas les avoir sur les cartes vitales, par exemple? Nous, on a voté que ce soit sur les cartes vitales. On nous a dit que ça allait se faire, mais que ça nécessitait... Donc vous le demandez, là? Mais oui. Je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a la maladie qui peut entraîner la mort à moyen terme, mais chacun peut se faire renverser par un camion en sortant et se trouver dans un état végétatif. Et honnêtement, moi, je les ai écrites, mes directives anticipées, mais si je suis en état végétatif, je souhaite qu'on arrête les traitements de survie. Noémie Schulz, si ces directives anticipées avaient été connues, en tous les cas écrites noir sur blanc, cette affaire aurait pris une ampleur bien moins importante. Oui, parce que c'est peut-être le cœur du débat, il s'est fait autour de ce point-là, avec cette épouse Rachel Lambert qui a dit que son mari avait exprimé
ça de son vivant, et les parents qui partent du principe que ça n'était pas le cas. Enfin, en tout cas, qui disent on ne peut pas la croire. Alors, les magistrats ont cru ce que disait Rachel Lambert, puisque le Conseil d'État, dans les décisions qu'il a rendues à 2 reprises, mettait en avant le fait que de son vivant, Vincent Lambert avait émis le souhait de ne pas se retrouver dans un état tel que celui-ci, si ça devait lui arriver. Mais tout ça, effectivement, était sur des paroles uniquement orales. Il n'y avait pas de traces écrites, ce qui avait permis la contestation de la part d'une partie de la famille. Et donc oui, on peut imaginer, ça aurait peut-être pas empêché les parents d'essayer de le contester. Ça aurait clarifié les choses. Mais ça aurait clarifié les choses. Je vous ai senti sceptique, Bernard Debré, sur cette proposition de Jean. Pourquoi ? Pourquoi ? À quel âge a-t-on une carte vitale ? 15 ans ? 16 ans ? Et on va mettre sur sa carte vitale, s'il m'arrive... écoutez, est-ce qu'on peut changer d'avis ou pas ? Il faudra changer de carte vitale ? Ça me semble... Non, mais le fait peut-être qu'elle soit plus accessible, plus visible, entre guillemets, c'est très important. Il faut oui. effectivement qu'il y ait des registres et qu'on dise, voilà, mon souhait, c'est... Et qu'on puisse éventuellement changer. Ouais. Je crois que la loi prévoit qu'on puisse changer à tout moment. Hein. Mais est-ce qu'on peut le faire sur la carte vitale une fois que c'est fait sur la carte vitale ? Pour l'instant, c'est pas le cas, donc Moi, je peux pas vous répondre. C'est très important, une directive anticipée, c'est très important. C'est très difficile à rédiger de sa propre main, donc il faut une charte très claire qui récuse à la fois l'acharnement thérapeutique ou les traitements disproportionnés et l'euthanasie, à notre avis, pour proposer des soins proportionnés et notamment d'accompagnement. Et puis après, quand se déclenche une maladie, là on peut peut-être préciser, si je sais que je risque de mourir par étouffement, est-ce que je veux ou pas une trachéotomie ? Mais vous ne demandez pas ça à quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quasiment impossible. Et de ce fait, c'est surtout à nos yeux, et c'est ce que nous faisons avec notre service SOS Fin de Vie, des soins proportionnés qu'il faut proposer. Mais dire qu'en écrivant quelque chose, on va être garanti d'une bonne mort, d'une mort paisible, c'est un peu une illusion. Il y a vraiment le risque de croire qu'en protocolisant les choses par avance, on va régler le problème. Et vous l'avez dit, il y a assez souvent des personnes qui disent « je ne veux pas être dans cet état ». Moi, parce que je ne veux pas être porteur d'un très lourd handicap, même si j'ai beaucoup d'amis qui portent un très lourd handicap. En situation, les gens trouvent parfois des raisons de vivre, alors qu'ils auraient imaginé ne pas supporter une situation de tétraplégie, de paraplégie, etc. Et du coup, révisable et personne de confiance, qui va permettre de ne pas instrumentaliser des propos antérieurs qu'on peut dire à un moment ou à un autre. De manière générale, les gens disent « je ne veux pas être bardé de tuyaux », mais quand il y a un accident de la circulation, il faut bien des tuyaux pour nous sauver la vie et nous remettre d'aplomb et debout, bien souvent. Donc, ce que vous dites, c'est que même s'il y avait eu des directives écrites de Vincent Lambert, peut-être que les parents l'auraient contesté en disant « oui, mais il ne voulait pas dire exactement ça ». Moi, je trouve que les parents, on leur fait jouer ici un rôle un peu de grand méchant loup, sans comprendre ce qui se passe dans l'état d'esprit de parents qui découvrent, je le redis, mais qui découvrent qu'on a arrêté sans leur dire l'alimentation pendant 31 jours à l'arrivée. Il aurait fallu, et les équipes de soins palliatifs le savent, quand il y a des conflits très forts au niveau d'une famille, de temps en temps, il faut délocaliser, il faut sortir de cet enfermement. Il est enfermé, Vincent Lambert, depuis 2013 à clé dans sa chambre d'hôpital. Il n'a plus de kiné, il n'a plus de sortie à cause de cet imbroglio. S'en sortir par le haut, ça aurait été lui proposer autre chose et peut-être qu'on aurait réglé autrement le problème. C'est pas l'affaire du docteur Sanchez que je dis là, c'est le fait que après une rupture de confiance et après tout le monde leur tombe dessus en disant qu'ils s'acharnent, simplement ils aiment leur fils, ils ont considéré qu'on avait provoqué la mort de leur fils qui était dans un état de grande dépendance. Effectivement, les actions médicales qui ont été conduites vont provoquer la mort de Vincent Lambert, qui est désormais irréversible. Mais je pense que, regardons la façon dont ses parents ont vécu cette situation. C'est très douloureux pour eux. Quand vous dites qu'il est dans un état de grande dépendance, ça voudrait dire ça voudrait dire qu'il a une conscience. Et là, on sait qu'il n'a pas de conscience. Il est dans un état végétatif. Alors, effectivement. Végétatif ne veut pas dire absolue absence de conscience. Ça veut dire effectivement que, vous l'avez expliqué, le professeur Pubacé l'a expliqué, il y a peut-être des petites phases dans certains cas, il n'y a pas de pensée qui puisse se construire, parce que le mot végétatif, après les gens disent, vous ne l'avez pas dit, les gens disent légumes, moi je m'inscris en faux contre ce type de vocabulaire, parce que ça reste une personne très gravement dépendante. Jean-Pierre Adams est dans cette situation, vous le savez, à domicile, soigné par son épouse depuis bien longtemps. Il y a 1700 personnes en France qui sont dans des situations jamais exactement les mêmes, mais comparables. Et donc, le mystère de ces présences, à mon avis, elle nous pose la question, est-ce que une société très performante sur le plan médical, c'est-à-dire qui sauve des personnes qui seraient mortes sinon, qui les sauve pour certaines
qui se retrouvent en bonne santé. Pour d'autres, dans des difficultés très lourdes, est-ce que c'est pas tout son honneur que ces personnes gravement dépendantes, on prenne soin d'elles, justement parce que elles seraient mortes pour beaucoup, mais beaucoup d'autres, on la vie sauve en bonne santé. Et moi, j'ai rencontré le docteur Catherine Kiefer, qui témoigne, hein, qui a un établissement spécialisé et qui dit notre établissement pouvait accueillir, ne peut plus maintenant, mais pouvait accueillir Vincent Lambert. Donc moi, je ne pense pas qu'elle aurait fait droit à la demande de son épouse de l'arrêt thérapeutique. Ah, mais c'est ça le problème. C'est là que François Lambert, il n'a pas tort. Quand il dit ça va dépendre du médecin sur lequel on tombe. C'est des médecins de réadaptation qui ont une spécialité particulière pour ces états. Bien sûr, mais il n'y a pas de spécialité particulière à avoir. C'est pas comme un traitement chirurgical. On a un cerveau qui est Moi, j'ai visité cet établissement. Il y a un dévouement, une présence. Ces personnes. On ne remet pas ça en cause. On remet pas ça en cause. Heureusement qu'il y a une présence. Heureusement que les infirmières sont là, les aides-soignantes, les médecins sont là. Ils sont dévoués. Mais à un moment, quand on dit que depuis 12 ou 13 ans, bien sûr, il est en état végétatif. Il n'y a pas de retour possible. Non. Mais il n'y a pas de retour possible. Alors voilà, il est en état végétatif, il ne communique pas, il n'est pas présent. Et il y a un moment donné où on dit, écoutez, je suis désolé, mais il faut arrêter l'acharnement thérapeutique. Il y a quand même eu une instrumentalisation dans ce dossier. Hein. Mais oui. Il faut pas se voiler la face quand même. Hein. C'est un peu l'affaire Vincent Imbert en miroir, l'affaire Vincent Lambert. Vincent Imbert, c'était un malade relationnel qui a été complètement instrumentalisé par la DMD, à qui on a fait écrire un livre par un auteur de la DMD, Marie Imbert, a mené le combat pro-choice, pro-euthanasie de la DMD. Malheureusement, elle est décédée depuis. Et là, Vincent Lambert, c'est le combat pro-life, instrumentalisé par exemple, la Fondation Le Jeune qui paye ses avocats quand même. Est-ce que c'est normal que cette fondation paye les avocats des parents de Viviane Lambert, des parents Lambert? Est-ce que ça a un sens qu'ils payent 100 000 € par an, ces avocats? Je trouve que la situation a été instrumentalisée. D'ailleurs, quand on interroge la demi-sœur de Vincent Lambert, Marie-Geneviève, elle dit bien qu'il y a eu une influence d'un monastère qui s'appelle le Barou sur le comportement de ses parents, avec des forces très intégristes, très pro-life, qui ont instrumentalisé le cas de Vincent Lambert, comme celui de Vincent Imbert avait été instrumentalisé en 2004 ou 2003. Et pour des médecins, vous voyez, c'est scandaleux, parce que nous, on soigne des malades, on ne soigne pas des lobbies. Moi, je ne trouve pas ça juste. Enfin, parce que derrière le drame de Vincent Lambert, il y a en toile de fond la question de la religion. On savait que ses parents et une partie de ses frères et sœurs appartenaient à... On ne peut pas se laisser bouffer par des lobbies, qu'ils soient pro-life ou pro-choice. Nous, on soigne des patients, des individus. Pas des causes politiques. Non, mais les parents de Vincent Lambert ne revendiquent pas d'avoir des positions liées à... ils font financer leurs avocats par la Fondation des Jeunes. Vous parlez de leur appartenance religieuse. Moi, je trouve qu'il n'est pas juste... Il n'est pas juste de stigmatiser des personnes en raison de leur croyance. Vous ne pouvez pas nier que la religion a joué un rôle important. Elle a pesé dans ce débat. Elle l'a dit, Madame Lambert l'a dit clairement, qu'elle agit en tant que maman, en tant que mère de son enfant. Elle ne peut pas dire autre chose. Mais écoutez, c'est quand même... On est en état de laïcité. Dire qu'une personne a des positions en raison de sa foi... Mais c'est très grave en fait, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas libre, alors ça veut dire qu'elle cherchera à nous manipuler, alors qu'elle affirme agir comme une maman qui a été choquée qu'on arrête l'alimentation de son fils. Moi, je ne suis pas critique, on peut agir en fonction de sa foi. Oui, mais à chacun de la dire, on ne demande pas la foi. Je veux dire, ça ne doit pas s'imposer aux médecins. Bien sûr, mais elle n'a pas affirmé. Là, ça rentre dans le débat public. La médecine doit avoir, quoi qu'il arrive, le dernier mot. On va prendre la direction de Reims. On va à nouveau se retrouver devant le CHU, mais cette fois-ci pour parler avec Régine Delfour. Régine, vous avez tout à l'heure assisté à l'intervention de François Lambert, le neveu de Vincent Lambert, qui s'est donc rendu au chevet de son oncle. Oui, Claire-Elisabeth, François Lambert est arrivé tout à l'heure devant le CHU. Il nous a confié son soulagement du fait que l'arrêt des traitements de Vincent Lambert ne sera plus possible, puisque les parents de Vincent Lambert ont décidé aujourd'hui qu'ils ne faisaient plus aucun recours pour le maintien des soins de Vincent Lambert. Alors il nous a aussi confié
assez attristée et qu'elle n'était pas bien en ce moment, notamment par rapport à ces images qu'on a vues avec les yeux de Vincent Lambert qui pleurait. François Lambert nous a dit qu'il restait aujourd'hui, qu'il repartirait demain. Ça fait plus d'un mois et demi qu'il n'a pas vu son oncle. Alors il nous a aussi confié donc ce soulagement par rapport au fait que les parents ne maintiennent pas de recours, parce que les parents ont annoncé aujourd'hui via un communiqué avec leur fille Anne et le demi-frère de Vincent Lambert, David, qu'il n'y avait plus aucun retour, que maintenant la mort de Vincent Lambert était donc inéluctable. Ils ont tenté vendredi encore un dernier recours auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui en fait a rejeté et qui a appliqué la décision de la Cour de cassation du 28 juin dernier, qui préconisait l'arrêt des soins de Vincent Lambert. Alors Vincent Lambert est depuis mardi dernier, il n'est plus alimenté, il n'est plus hydraté, il est maintenu dans une sédation profonde et continue. Et maintenant, toute la famille va commencer ce long travail de préparation au deuil. Merci beaucoup Régine. Merci aussi à Thomas Rolnik qui vous accompagne. Vous le soulignez, professeur Puy-Basset, que ce cas, Vincent Lambert, il est exceptionnel de par cette fracture familiale qui dure depuis des années. C'est une famille totalement recomposée, puisque chacun de ses parents avait leurs propres enfants, leur propre couple, qu'ils ont fait des enfants ensemble, d'ailleurs au départ sans être divorcés. Vincent, c'est le fruit de cette troisième union pour chacun. On trouve un petit peu tiraillé. Ouais. Cet enfant, il s'appelait Philippon au départ. À 8 ans, il a changé de famille, il a changé de nom. Il a vécu ça extrêmement douloureusement. Il est parti, il a été envoyé, d'après ce que j'ai compris, dans une école catholique intégriste dans le sud de la France, où il y a eu des problèmes de violence sexuelle avec l'Église, en plus, qui sont venus compliquer tout ça lors du scoutisme, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est une fracture, c'est une famille extrêmement divisée. Nous, des arrêts thérapeutiques, je vous dis, on en fait 20 000 par an en réanimation. Et chez les cérébralisés, on estime qu'on en fait à peu près 2 000 par an. Des cas de patients futurs végétatifs. Parce que l'enjeu pour la médecine, comme disait Tugdual... Qui n'ont pas, pardonnez-moi, attein le stade. Non, l'enjeu, c'est de prédire qui va arriver comme ça et de baisser les bras tôt dans l'évolution, c'est-à-dire dans le premier mois ou le premier mois et demi. Pas d'attendre de 10 ans pour baisser les bras, évidemment. Donc, des discussions comme ça, on en a très régulièrement. Et heureusement, ça ne se termine pas comme ça, parce que on ne pourrait plus fonctionner. L'hôpital ne pourrait pas fonctionner. Si à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, on tombait sur un conflit familial de cette ampleur, vous pensez bien que tout serait complètement bloqué. Ce calvaire, il aurait très bien ne pas pu avoir lieu et durer un mois ou deux. Au lieu de durer 10 ans. En 2008, les décisions avaient été prises, et ils avaient le pronostic suffisamment précis, parce que pour prendre ces décisions, il faut avoir un pronostic très précis. Mais il a très vite été établi, ce pronostic, je crois. Je crois qu'il a été assez vite établi. Non, pas en 2008. Non, pas en 2008. Le premier arrêt des traitements, c'est 2013, mais c'est vrai que ça aurait pu, si la famille avait été d'accord, en 2013, les choses auraient pu se terminer rapidement. Bon, on a une famille qui était extrêmement divisée. Non, mais avant cet accident, il y avait déjà des fractures considérables. D'ailleurs, moi, je souhaite qu'à cette famille de pouvoir s'apaiser et se réunir autant que faire se peut. Ce qui s'est passé à l'hôpital n'a pas favorisé cette cohésion. Mais autant, moi, je suis d'accord. Autant il faut s'abstenir de soins disproportionnés dans des périodes issues d'un accident. Autant c'est autre chose quand la personne est stabilisée de décider qu'elle va mourir. C'est tout à fait différent. C'est pas décider qu'elle va mourir. Arrêtez ces mots-là. Mais arrêtez. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais non. Moi, je suis contre l'acharnement thérapeutique. C'est épuisant, ces menaces, ces invectives de dire qu'on tue les malades. Si, quand vous dites on le fait mourir, c'est pas comme ça que ça marche. On arrête des traitements qui servent à rien. On a arrêté une alimentation qui était nécessaire à sa vie. Voilà, on ne vous mettra pas d'accord. Merci beaucoup. On n'a plus de temps. Je suis désolée. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Restez sur